Bonjour à tous et bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par Gilbert Doctorow, historien, analyste des affaires internationales et également auteur de War Diaries, The Russia-Ukraine War. Donc, bienvenue à nouveau dans l'émission. Eh bien, c'est un plaisir d'être avec vous. La Chine a été une puissance mondiale dominante pendant plusieurs millénaires, jusqu'au milieu du 19e siècle, lorsqu'elle a été vaincue par les Britanniques. Elle est passée du statut de puissance dominante à celui de pays pillé et purgé par d'autres grandes puissances. C'est ce que les Chinois appellent le siècle de l'humiliation, qui s'étend du milieu du 19e au milieu du 20e siècle. Depuis, les Européens ont été très puissants, certains diraient pendant 500 ans, sinon plus. Et il semble que l'Europe décline aujourd'hui assez rapidement. Il y a une certaine inquiétude que l'Europe soit en train d'entrer dans son propre siècle d'humiliation. Je ne sais pas comment vous percevez la situation, ce qui se passe en Europe en ce moment, car on peut se pencher sur les problèmes de sécurité, sur l'économie qui ne va pas bien, sur l'instabilité politique. Mais dans l'ensemble, on a l'impression que l'Europe n'a plus de place à la table et risque de devenir de simples pions déplacés sur un échiquier. Comment voyez-vous la situation de l'Europe actuellement? C'est déplorable, et ce pour de nombreuses raisons, sur plusieurs plans. Celles que vous avez évoquées sont bien sûr très pertinentes. La question que nous avons abordée lors des précédents panels concernait le faible niveau, la faible intelligence politique, le faible niveau de compétences, ce qui est très préoccupant. Je parle ici de la direction de 25 des 27 États membres de l'Union européenne, plus le Royaume-Uni, où l'on observe le même spectacle de personnes de très bas niveau aux commandes. Les institutions qui ont été construites, je pense ici aux institutions européennes, remonte aux années 1990, à une époque où l'on trouvait des intellectuels brillants, d'inspiration socialiste, soyons francs, comme Jacques Delors, qui œuvraient à la création d'une Europe unie, tournée vers l'avenir, une Europe harmonisée. Et ils ont créé des institutions, à mon sens aujourd'hui, sans accorder suffisamment d'attention à l'équilibre des pouvoirs et à la garantie d'une véritable démocratie. Ils ont supposé que des personnes comme eux, très intelligentes, très instruites, bien intentionnées, extraverties, leur succéderaient. Et c'est là qu'il y a une grande erreur. Nous avons en Europe des institutions qui peuvent être détournées et qui violent tous les principes de la démocratie. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui, quand quelqu'un, comme von der Leyen, s'est emparé de tout le pouvoir et qu'autour d'elle règne le silence. Et il y a une raison à ce silence. Malheureusement, cela provient de la manière dont les institutions européennes ont été conçues au début du nouveau millénaire, afin de sacrifier la souveraineté des États membres individuels. Cela a été fait consciemment, au point que, comme l'a déclaré publiquement un ancien Premier ministre belge, le niveau de pouvoir d'un chef d'État en Europe aujourd'hui équivaut à celui d'un maire autrefois. Déjà, cela est suffisamment grave au sein de l'Europe. Mais ce que nous constatons actuellement, ce qui est particulièrement, disons, décourageant, c'est que l'Europe dans son ensemble a abandonné sa souveraineté. Non seulement les États membres individuels transférant la prise de décision à Bruxelles, qui relevait auparavant du niveau national, mais l'ensemble de l'Europe a abandonné sa souveraineté aux États-Unis. Dans l'espoir d'acheter la bienveillance de Trump et de garantir le soutien militaire des États-Unis pour défendre l'Europe contre la Russie, car tous ces messieurs et dames ont été terrifiés au début de l'opération militaire spéciale, lorsqu'ils ont réalisé, à juste titre, qu'ils n'avaient pas d'armée,
pas de défense aérienne, qu'ils étaient totalement à la merci de la Russie si les États-Unis n'intervenaient pas pour fournir tout l'équipement que l'Europe ne possède pas pour se protéger. Voilà la situation actuelle. Cela explique également les dégâts économiques que nous constatons, car en sacrifiant tout pour garder M. Trump à bord, les dirigeants européens ont compromis la prospérité future de tout le continent. Les Français, cependant, ont longtemps, pendant de nombreuses années, évoqué la perspective d'une armée commune comme une raison ou un point d'intégration de l'Europe. Ils ont également appelé à une plus grande autonomie vis-à-vis des États-Unis. Encore une fois, c'est quelque chose qu'ils font depuis les années 1990. Ils ont reconnu que s'ils voulaient la stabilité, ils devraient trouver un rôle pour la Russie en Europe, et non simplement dire que la Russie devait rester sur la touche, même si c'est le plus grand pays, et qu'elle devrait avoir son mot à dire. Ils semblaient donc reconnaître tous les bons éléments. Mais aujourd'hui, ils semblent s'être quelque peu égarés. Ils ne poursuivent plus une politique claire d'autonomie stratégique ou d'indépendance européenne. Comment voyez-vous la crise politique qui fait rage actuellement en France? Car la situation est loin d'être stable. Est-ce que cela trouve ses racines dans l'économie ou s'agit-il de politique intérieure? Est-ce une question de sécurité? Comment pouvons-nous comprendre ces changements considérables? Il existe des gouvernements fragiles dans les pays locomotives de l'Europe, tant en France qu'en Allemagne, ainsi que dans le Royaume-Uni, désormais extérieur à l'Union, mais toujours un partenaire très important pour la défense européenne. Les trois pays traversent des situations fragiles, mais cette fragilité est en grande partie due à des raisons internes, des luttes de pouvoir internes, des politiques interdites qui sont impopulaires et qui, dans le cas de la France, ont déjà fait tomber plusieurs gouvernements et qui feront probablement bientôt tomber le nouveau gouvernement que Macron a mis en place, du moins en ce qui concerne son ministère de la Défense, pour remplacer Borne après que cette première ministre a affronté et perdu le vote de confiance. La volatilité en France est principalement due à des questions internes. Et on peut en dire autant de l'Allemagne. Le seul domaine où la géopolitique est ce qui intéresse vous, moi et la plupart des téléspectateurs de cette émission, le seul point faible, mais un point faible très important en Europe actuellement, ce sont les institutions européennes, et en particulier la Commission européenne. Il y a en ce moment, je crois que c'est dans quelques semaines, un ou peut-être deux votes de confiance contre Ursula von der Leyen. Le plus important a été introduit par Viktor Orban, par son groupe appelé les Patriotes pour l'Europe, qui, je crois, compte environ un quart des membres du Parlement européen, qui se sont déclarés membres de ce bloc. Et cela vient de sa confiance à attaquer directement von der Leyen. Une confiance qui découle d'une victoire qu'il a remportée devant la Cour de justice de l'Union européenne contre les sanctions, en particulier la rétention de fonds, une forme de chantage que von der Leyen a utilisée contre la Hongrie pour la punir d'avoir enfreint les règles sur l'immigration établies à Bruxelles, qui sont très laxistes et avec lesquelles le gouvernement Orban de Hongrie est en désaccord. La Hongrie a mis en place des règles beaucoup plus strictes pour l'admission des immigrés ou des réfugiés, ou quel que soit le terme que l'on souhaite employer. Il a gagné sur ce point. Et cela a été assez spectaculaire. Et puisque ce n'est pas la première fois que je mentionne à l'antenne les votes de confiance à venir, je veux expliquer, puisque des gens m'ont demandé « Oh, Monsieur Doctorow, quelle est votre source ?» Le Financial Times. Donc, je ne me fie pas aux médias alternatifs pour ces faits de base, qu'il a remporté une victoire, Orban, et qu'il la poursuit. Ce n'est pas le seul cas,
Mais après avoir parlé il y a environ 10 jours avec un membre très bien informé et non aligné, ce qui limite les personnes possibles à 30 au Parlement européen, l'un d'eux m'a dit qu'il pense qu'Ursula sera évincée de ses fonctions d'ici 6 mois. Il se pourrait même qu'elle soit évincée dans 2 ou 3 semaines. Cela signifie que toute la Commission partirait. Maintenant, je ne veux pas dire que le Parlement européen passerait de ses politiques actuelles, mondialistes, anti-russes et très censeurs, à quelque chose de plus civilisé et cherchant la paix sur le continent. Cela ne va pas se produire du jour au lendemain. Mais Ursula von der Leyen a réuni un groupe d'incompétents issus de la partie la plus violemment anti-russe de l'Europe, les États baltes, et qui dépendent totalement de sa protection, qu'elle accorde généreusement. Par conséquent, ces personnes seront écartées, et peut-être que dans la lutte pour les sièges de la Commission, les membres les plus importants de la communauté européenne, qui sont moins radicaux et plus raisonnables, occuperont ces postes. Ce n'est pas un changement spectaculaire en Europe, mais c'est une étape importante vers le retour du bon sens et une vision moins hostile envers les voisins de l'Est, et peut-être un recul de la militarisation, qui est désormais la politique officielle de l'Europe sous la direction de von der Leyen. Eh bien oui, il faut toujours examiner dans quelle mesure certaines de ces politiques proviennent des institutions de l'UEMERA ou des États membres. Mais le fait d'avoir des personnes comme Kallas à un poste clé en tant que chef de la politique étrangère de l'UEMERA est assez préoccupant. Je suis sûr que vous avez vu le récent discours qu'elle a prononcé, où elle affirmait que les Russes et les Chinois pensent avoir vaincu le fascisme, qu'ils ont joué un rôle de premier plan dans cette victoire. Et elle disait que c'est ce que pensent les gens qui ne lisent pas de livres. C'est tout de même extraordinaire qu'une personne occupant une position aussi en vue ne semble pas être consciente du rôle déterminant qu'ont joué les Chinois et les Russes dans la défaite des fascistes. Mais je voulais quand même vous demander dans quelle mesure son implication dans l'UEMERA influence, par exemple, les efforts visant à voler ou saisir, comme on dit, les fonds souverains russes. Parce que ce que nous lisons actuellement dans le Financial Times et d'autres journaux, c'est que l'UEMERA aimerait prendre l'argent, mais veut faire semblant de respecter le droit international et ne pas voler les avoirs de la Banque centrale de Russie. Ils cherchent donc ce qu'ils appellent une légalité créative ou des mesures juridiquement créatives, ce qui consisterait à prendre l'argent russe, mais à l'utiliser pour acheter des obligations européennes à taux zéro. Et d'une certaine manière, cela rendrait le vol légal. Donc c'est encore un bel exemple d'automutilation, mais est-ce que cela vient des von der Leyen? Ou est-ce quelque chose qui est poussé par les États membres? Eh bien, certains États membres ont effectivement soutenu cela, mais je regarderai du côté de von der Leyen. Elle fait la loi à elle seule. Et je ne dis pas cela uniquement parce qu'elle est si ambitieuse, mais parce que tous ceux qui l'entourent sont des lâches. Ce sont des lâches. Les dirigeants de l'Europe, dans l'ensemble, sont des lâches. Maintenant, lorsque vous avez évoqué les politiques en Europe et parliez des États membres de l'UEMERA, je voudrais prendre un peu de recul. Que fait le Royaume-Uni? Et je voudrais revenir sur ce qu'a dit le roi Charles lors du banquet. Le banquet d'État, où nous faisions partie des 160 invités qui ont eu lieu hier en l'honneur de Donald Trump. Le roi Charles a déclaré que nous, la Grande-Bretagne et les États-Unis, avons toujours été côte à côte. Eh bien, je paraphrase ce qu'il a dit, lors de 2 guerres mondiales. Maintenant, nous sommes unis pour protéger l'Europe contre, eh bien, quel était son mot? La tyrannie. C'est ça. La tyrannie. Exactement. Voilà, tout est dit.
L'Angleterre, cela vient de Starmer, mais ce n'est pas seulement de Starmer. La plupart des élites et de la classe dirigeante britannique, qu'elles se disent travaillistes ou conservatrices, ont cette approche profondément déformée et propagandiste de la sécurité en Europe. Donc, quand on regarde Madame von der Leyen, elle n'est pas unique, sauf qu'elle a l'autorité, en l'absence de toute protestation ou contestation, de diriger l'Europe dans la mauvaise direction, bien sûr. Et c'est là que le point d'équilibre pourrait basculer si elle perd un vote de défiance. On m'a dit qu'elle s'était maintenue de justesse lors du dernier vote de confiance qui portait sur sa gestion des contrats pour le vaccin contre le Covid, le manque de transparence dans les négociations et en fait la violation de son autorité en tant que présidente de la Commission. Donc ce vote, qui portera également sur la transparence, ou plutôt le manque de transparence, comme accusation fondamentale contre elle, pourrait se retourner contre elle. Nous verrons bien. Mais en ce qui concerne la France, oui, le gouvernement français pourrait tomber. Et en effet, même M. Macron, qui selon la Constitution française détient des pouvoirs quasi royaux pendant 5 ans, il ne peut théoriquement pas être destitué. Mais il pourrait partir, car son impopularité est tellement écrasante. Tout dépend de l'intensité des manifestations qui ont commencé en France contre le nouveau gouvernement et contre la politique, le budget, etc. Ils ne nommeront pas le militarisme, ni ses plans budgétaires visant à augmenter les dépenses pour l'armement et pour l'Ukraine, alors que tout le reste du budget est réduit. Ce ne sera peut-être pas pour cela, mais au final, peu importe. S'il tombe, il ne sera pas remplacé par quelqu'un d'aussi borné et irréaliste que lui. Et cela ne peut être qu'une bonne chose. Quant à M. Merz, il s'en sort bien sûr mieux. Il y a eu récemment des élections régionales en Allemagne, dans les Länder de l'Ouest. Et pour son parti, ils se sont dit très satisfaits de n'avoir perdu aucun siège. Ils ont maintenu leur position en pourcentage des voix. Cependant, leurs partenaires de coalition, le SPD, les socialistes, ont essuyé une défaite. Et le principal bénéficiaire des sièges perdus par les socialistes a été l'Alternative für Deutschland, avec Alice Weidel, qui gagne en influence. Et la question est de savoir à quel moment la fragilité de la coalition entraînera sa chute et obligera le chancelier à convoquer de nouvelles élections. Le résultat, c'est qu'il est très probable que nous le verrons être évincé du pouvoir, tout simplement parce qu'il est vite apparu, peu après son arrivée, qu'il est profondément impopulaire. Un changement en Allemagne serait donc bien sûr un grand avantage pour ceux d'entre nous qui espèrent un retour à la raison, contrairement à ce qu'il a récemment déclaré sur la Russie, sur l'Allemagne, sur les besoins de l'Europe et sur les besoins en matière de défense. En effet, l'Europe a besoin d'états de défense. Et pour revenir à vos propos, la question d'une armée européenne remonte effectivement à plusieurs décennies. Je consultais il n'y a pas longtemps, je crois que c'était en 2014 ou 2015, une étude du CEPS, un important groupe de réflexion à Bruxelles, qui avait à sa tête Solana, l'ancien chef de la diplomatie et de la politique étrangère et militaire de l'UE, il la dirigeait. D'autres personnes, ayant une grande expérience au sein des institutions de l'UE, faisaient partie de l'équipe chargée de cette étude sur une armée européenne. Le résultat a été la conclusion suivante. Oui, nous pouvons essayer d'aller de l'avant, mais nous n'avons pas l'argent. Cela semble très familier, à en juger par 2025. Ils n'ont pas l'argent et ils n'avaient pas non plus de consensus sur leurs besoins, car en remontant plusieurs décennies en arrière, les questions en Europe concernant une armée unie étaient « Qui est l'ennemi? D'où viennent les menaces ?» L'Espagne et la France regardaient traditionnellement vers le sud. L'Allemagne regardait traditionnellement vers l'est. Et les besoins
Les besoins militaires, pour faire face à ces différentes menaces, sont totalement différents. C'était alors un obstacle majeur à la création d'une armée européenne. Et je ne sais pas si cela a été résolu ou si cela peut l'être. Eh bien, c'est pourtant un problème clé pour l'Europe. Je veux dire, l'unité ou la relative unité que nous avons connue à travers l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale est inhabituelle pour notre continent. Il vaut la peine d'examiner la répartition du pouvoir qui s'est réellement produite, car dans un monde bipolaire, les Européens ont dû s'unir sous la direction des États-Unis en raison de la menace évidente de l'Union soviétique. Ensuite, cela a été remplacé par un monde unipolaire après la guerre froide. Et cela, je pense, s'est organisé autour du principe de l'hégémonie collective ou de l'unipolarité pour les États-Unis, avec les Européens aspirant à devenir un partenaire égal grâce à leur pouvoir de négociation collective au sein de l'Union européenne. Et aussi, cela a été une raison pour les États-Unis de donner la priorité à l'Europe dans leur politique étrangère, ce qui prolongerait la pertinence de l'Europe. Mais j'imagine qu'il semble que l'un des principaux défis pour l'Europe soit comment peut-elle jouer un rôle dans un monde multipolaire où les centres de pouvoir clés sont les États-Unis, la Russie, la Chine et dans une moindre mesure l'Inde. Et les Américains veulent-ils vraiment se détourner de l'Europe? Je veux dire, dans un tel système, qu'est-ce qui unit réellement l'Europe? Pouvons-nous vivre sans l'épouvantail russe? Ou même sur la question de la sécurité, comme vous l'avez dit, ils perçoivent des menaces venant de différentes régions. Mais si nous devions nous unir autour des questions économiques et du pouvoir de négociation collective, avons-nous vraiment les mêmes intérêts économiques? Bien sûr, si les Allemands considéraient leur intérêt national, ils chercheraient à se réconcilier très rapidement avec la Russie, tandis que les Polonais seraient davantage préoccupés par la puissance allemande et russe. Les Espagnols et les Portugais, eux, regarderaient dans des directions complètement différentes. Je veux dire, voyez-vous l'Europe survivre sans un épouvantail russe? Que se passera-t-il une fois cette guerre terminée? Est-ce la fin de l'unité européenne? Non, je pense que l'Europe peut très bien survivre sans l'épouvantail russe. Il faut prendre du recul. L'idée que l'Europe joue un rôle géopolitique est nouvelle. Les forces d'unification en Europe étaient économiques. Maintenant, si cela semble faible, rappelons-nous que, jusqu'à ce que les États-Unis commencent à provoquer la Chine, celle-ci était très heureuse d'être une puissance économique et non militaire. Il en va de même pour l'Europe. Il n'y a aucune honte à ne pas vouloir être un gendarme mondial autonome, mais plutôt à être l'une des économies les plus grandes, les plus attractives et les plus dynamiques du monde. Sans parler du facteur culturel. Je vous parle aujourd'hui depuis Venise, et le facteur culturel m'entoure. Et ce n'est pas une mauvaise chose. Cela attire en ce moment des hordes de touristes américains, même en fin de saison. C'est ce qu'était l'Europe jusqu'à ce qu'ils se mettent en tête, et c'est en partie l'œuvre d'Ursula von der Leyen, que l'Europe doit être une force géopolitique. C'est une erreur. Ils n'ont pas besoin d'un épouvantail russe. Ils peuvent très bien s'en sortir en étant simplement l'une des plus grandes économies du monde, le plus grand et le plus attractif des marchés et un centre de civilisation mondiale. Voilà ma réponse à votre question. Eh bien, l'un de mes spécialistes préférés de l'intégration européenne est David Mitrani, qui écrivait déjà dans les années 1960 qu'il prédisait que l'Europe pourrait suivre deux voies vers l'intégration. Il appelait la première le fonctionnalisme, où l'on intégrerait des domaines apportant des bénéfices concrets en matière de bonne gouvernance,
de sécurité ou de compétitivité économique. En d'autres termes, la forme serait dictée par la finalité. Le modèle alternatif, il l'appelait le fédéralisme, où l'on a déjà un objectif en termes de forme. On souhaite centraliser le pouvoir et créer les États-Unis d'Europe. Dans ce cas, on chercherait des occasions d'intégrer pour le simple fait d'intégrer, indépendamment de l'intérêt économique ou sécuritaire. Sa prédiction était que de nombreux Européens, en particulier les Allemands, pousseraient pour le modèle fédéraliste, c'est-à-dire les États-Unis d'Europe. Et sa prédiction était que cela ne ressemblerait pas vraiment aux États-Unis d'Amérique, mais plutôt à l'Union soviétique, car cela imposerait l'intégration de force. Donc, si cela n'a pas de sens, si vous ne pouvez pas convaincre le public que cela apporte de meilleurs avantages économiques, une meilleure sécurité ou une meilleure gouvernance, alors cela devrait être plus ou moins imposé et ne répondrait pas aux intérêts nationaux. Cela alimenterait alors beaucoup de résistance avec le temps. Il me semble, du moins à moi, qu'une partie de cette prédiction est assez juste. Mais voyez-vous des signes, selon vous, d'un moment pré-révolutionnaire en Europe, c'est-à-dire une situation où le leadership politique manque de légitimité, où les gens sont prêts à expérimenter des alternatives radicales? Je ne suis pas sûr de classer nécessairement l'AfD dans la catégorie radicale. Mais à quoi vous attendez-vous, je suppose, dans les mois à venir? Lorsque vous lisez la littérature, les fédéralistes que vous avez mentionnés en passant semblent tous raisonnables et ils paraissent très progressistes. C'est ainsi qu'ils se présentent, comme étant progressistes pour faire avancer l'Europe d'un cran et d'un pas supplémentaire. Mais lorsque vous regardez comment cela se traduit dans la pratique, ce sont nos ennemis de classe, ce sont des mondialistes. Qui sont-ils? Pour citer des noms, d'accord, mon pays d'origine est la Belgique, et l'un de ses anciens premiers ministres, Guy Verhofstadt, a été l'une des personnalités de premier plan du mouvement fédéraliste et le chef d'un groupe, un bloc au sein de l'U-Member, appelé ALDE. Et ce groupe, après l'arrivée au pouvoir de M. Macron, a fusionné avec le groupe de réforme de Macron, formant ainsi un bloc très important dans le Parlement actuel. Et ils sont tous fédéralistes. Maintenant, quand on regarde ce que ces fédéralistes veulent faire et ce que Verhofstadt voulait faire, lui et son groupe disaient exactement la même chose que von der Leyen. C'est un continuum de tout le sentiment idéologique anti-russe, s'unir autour de l'ennemi, s'opposer à cet ennemi que nous voyons autour de nous aujourd'hui. Donc ces principes, qui semblent très beaux pour un politologue, ne sont pas autonomes. Ils sont liés à une vision du monde dans d'autres domaines. L'économie, la souveraineté, l'immigration ouverte, l'absence de frontières. Toutes ces choses se retrouvent chez les défenseurs du fédéralisme. Maintenant, cela peut être un hasard, ou bien il y a peut-être quelque chose de profondément philosophique qui unit ces tendances. Eh bien, je suis content que vous ayez mentionné la Grande-Bretagne tout à l'heure, car cela m'amène à ma dernière question. Avec ce commentaire sur la tyrannie, on constate qu'historiquement, lorsque les pays se préparent à la guerre, ils aiment présenter les conflits de manière très manichéenne, noir ou blanc, le bien contre le mal, afin de rallier le soutien et de discréditer toute dissidence. Mais une fois qu'il y a une défaite, ou que la situation ne semble pas tourner en leur faveur, on s'attendrait à ce que la rhétorique évolue un peu, comme on le voit actuellement aux États-Unis, où l'on reconnaît que la guerre ne s'est pas très bien passée. On commencerait alors à humaniser son adversaire, à reconnaître les préoccupations sécuritaires légitimes de l'autre camp et à chercher des moyens d'harmoniser les intérêts. Car il est difficile d'harmoniser quoi que ce soit lorsqu'il s'agit d'un affrontement entre le bien et le mal. Pourtant,
Comme vous l'avez mentionné depuis le Royaume-Uni, il parle encore de tyrannie, de lutte contre la tyrannie, comme s'il s'agissait d'une sorte de jeu de rôle ou de reconstitution de la Seconde Guerre mondiale. Comment voyez-vous la possibilité de l'émergence de nouvelles forces politiques dans ce climat? Car pour l'instant, tout est perçu comme de la trahison. Toute force politique qui s'opposerait à la rhétorique guerrière serait plus ou moins considérée comme traîtresse, poutiniste, apologiste de la Russie. On leur reprocherait de ne pas se soucier suffisamment de l'Ukraine. Voyez-vous quelqu'un en Europe capable de percer dans ce contexte? Parce que toute personne qui semble vouloir sérieusement remettre en cause le statu quo doit en quelque sorte s'aligner sur cette rhétorique selon laquelle il lutte contre la plus récente réincarnation d'Hitler. Eh bien, nous savons qu'il y a au moins 2 personnalités. J'ai parlé de 25 dirigeants européens sur 27 qui sont incompétents ou qui vivent joyeusement dans une bulle de propagande. Je n'en ai pas inclus 2. Il s'agit de M. Orban et de M. Fico. Ce sont donc des personnes sensées qui apprécient ce que vous venez de dire. Pour revenir à la Grande-Bretagne, c'est vraiment un cas triste. Ce sont les plus réticents à revenir au réalisme. Et les remarques que le roi Charles a prononcées, préparées par son gouvernement, ce qui est normal, c'est ainsi que cela fonctionne. Cela se passe ainsi en Grande-Bretagne depuis quelques centaines d'années. Et les discours sont rédigés par le gouvernement. Mais je soupçonne que Charles lui-même ressent profondément la même chose. Et ils seront les derniers à être entraînés en hurlant et en criant dans le nouveau monde, qui pourrait arriver assez rapidement si les Russes poursuivent l'accélération de leur offensive en Ukraine. J'ai bon espoir que ces choses vont se concrétiser. Mais, comme je l'ai dit, il existe différents degrés de raison d'être optimiste. La principale, parce qu'elle touche directement à la question géopolitique, se trouve au sein des institutions européennes. La probabilité que l'Europe abandonne ses politiques actuelles au profit de quelque chose de plus raisonnable et réaliste repose sur les 3 pays clés dont nous avons parlé. Je n'ai vraiment rien de plus à ajouter sur ce sujet. Nous croisons les doigts, mais, pour être franc, je croise les doigts devant divers signes encourageants, que ce soit aux États-Unis ou en Europe, depuis toute la durée de l'opération militaire spéciale. Ces signes d'espoir ne se sont pas concrétisés. Mais je pense que nous arrivons à la fin, où cet optimisme sera enfin récompensé. Eh bien, à ce sujet, permettez-moi d'ajouter une dernière question de suivi, car j'écoute des personnes comme Alistair Crooke, qui a également été diplomate britannique pendant longtemps, et des gens comme lui estiment que ce qu'il faudrait pour que l'Europe se réveille enfin de ces 30 années de sommeil ou de rêverie autour de cette fin de l'histoire et de son rôle central durable dans le monde, c'est une grande défaite, ou du moins le fait de ressentir les conséquences de ces mauvaises politiques. En somme, il faudrait forcer certains responsables politiques clés à rendre des comptes et à reconsidérer certaines de ces politiques. Lui et d'autres soupçonnent que cela viendrait probablement d'une défaite dans la guerre par procuration en Ukraine. Puisque vous avez mentionné que nous pourrions approcher de la fin de tout cela, voyez-vous un changement critique sur le champ de bataille? On observe une désintégration progressive, voire un effondrement, ou au moins un affaiblissement de l'armée ukrainienne. Mais il semble que ce à quoi nous assistons actuellement soit quelque chose de vraiment fatal. Eh bien, oui. J'ai dit depuis un certain temps que je m'attends à ce que la guerre se termine par un effondrement politique en Ukraine, et non pas avec toute l'armée qui s'enfuit ou qui brandit des drapeaux blancs. Je ne pense pas que cela arrivera. Mais les pertes sont si considérables, et l'incapacité à combler les brèches sur le front est désormais si évidente pour tout le monde que je pense que la fin de la guerre est proche.
La manière dont la guerre se terminera, sous quelle forme de document et dans quelle mesure il y aura une reconnaissance générale des objectifs fondamentaux de la Russie comme légitimes, cela reste à voir. Il est très encourageant que M. Trump, comme vous l'avez dit, ait commencé à humaniser l'ennemi et ait nié les dernières opérations sous faux drapeaux, ces attaques de drones en Pologne et en Roumanie. C'est une très bonne chose. Cela ne résout pas tous les problèmes. Mais si l'on prend un peu de recul, en regardant l'histoire européenne et la célèbre phrase de Dickens à propos de la Révolution française, c'était le meilleur des temps, c'était le pire des temps. Cela a toujours été ainsi, et cela le sera probablement toujours tant que les êtres humains existeront. Et encore une fois, ce que je vois ici, dans ce centre de la culture européenne, c'est quelque chose de si attirant et de si sublime que cela séduit tous ceux qui ont l'oreille et l'œil ouverts. L'effondrement de la civilisation européenne est certainement exagéré en tant que problème. Et je crois, même en Russie bien sûr, n'importe quel spectateur russe qui regarde cela va immédiatement m'attaquer à ce sujet. Mais il n'y a pas que les gens de la 5e colonne en Russie qui ont un grand amour pour la culture européenne et qui se sentent eux-mêmes européens. C'est une vérité absolue. Il faudra donc du temps pour guérir les blessures, mais elles seront réparées. Par conséquent, je ne suis pas pessimiste à long terme quant au fait que l'Europe finira par retrouver la raison et préserver pour elle-même une place dans le monde, pas une place géopolitique. Cela va de soi. Eh bien, j'espère que vous avez raison. J'aimerais voir une certaine renaissance en Europe. Mais je pense que le secret est de commencer à chercher des moyens de raviver l'Europe en tant que puissance non hégémonique. Non pas par idéalisme, mais simplement par reconnaissance de la réalité, car je pense qu'ignorer la réalité a un coût de plus en plus élevé. Mais nous terminons rarement sur une note très positive, donc sur la possible renaissance de l'Europe. Cela semble être un bon point pour conclure. Eh bien, nous sommes entièrement d'accord.